Bonsoir à tous. Cette semaine, l'Église du Monde prend la direction de l'Amérique centrale, précisément du Nicaragua. Ce petit pays de 5,8 millions d'habitants est bordé au nord par le Honduras et au sud par le Costa Rica. Il a connu 40 ans d'une dictature sanglante, renversée par le dirigeant de la guérilla sandiniste, Daniel Ortega, toujours au pouvoir. Figurant parmi les pays les plus pauvres de la région, son taux de criminalité est en revanche l'un des plus bas d'Amérique centrale. Le Nicaragua compte environ 2/3 de catholiques et n'échappe pas à l'essor des sectes évangéliques. Nous en parlerons. Nous verrons aussi tout simplement comment vivent les catholiques, que ce soit à Managua, la capitale, ou encore dans les zones rurales. Et pour en parler, j'ai la joie d'accueillir le père Luc Lalire, qui est responsable du pôle Amérique latine de la Conférence des évêques de France. Père, bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de nous avoir rejoints. Merci à vous. Alors, vous avez passé un séjour au Nicaragua il y a quelques semaines. J'imagine que vous en êtes revenu avec plein d'images dans la tête. Et j'avais envie de vous demander tout simplement une première question, peut-être une première photographie. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce pays, puisque vous connaissez bien sûr la région de par votre mission. Mais le Nicaragua, qu'est-ce qu'il vous en reste quand vous y pensez ? Pour moi, c'est l'image de la simplicité et puis de la beauté des paysages. C'est un paysage montagneux avec de grands lacs, évidemment. Il est célèbre pour cela, ce petit pays. Et puis, cette simplicité relationnelle avec les gens. On écoute de la musique le soir. On est, même dans les communautés chrétiennes, c'est un accueil toujours chaleureux. Qu'est-ce qui fait, selon vous, je ne sais pas s'il y a une particularité, une spécificité, qu'est-ce qui fait cette spécificité de l'Église du Nicaragua ? Moi, je dirais tout d'abord, c'est une église qui est, j'oserais dire, née un peu de la base. Managua n'est pas une grande capitale, elle n'a jamais été non plus un siège historique de l'église, à la différence d'autres régions, comme le Guatemala par exemple. Et du coup, il y a comme une sorte de simplicité, y compris dans les bâtiments, dans la manière d'être du clergé, y compris même chez les évêques, voire le cardinal. Autrement dit, c'est peut-être un peu pour moi cette image qui me prendra, pour dire le commencement un petit peu. C'est ça qui émerge premièrement. D'accord. On va revenir un peu sur ce contexte politique, social du pays qui a été traversé par des périodes sombres politiquement. Je le disais en début d'émission. Voilà, comment va ce pays depuis la révolution sandiniste ? Où est-ce qu'il en est, le Nicaragua ? Moi, je dirais aujourd'hui, il est un peu tiraillé entre deux choses. La première, c'est une espèce de débat interne entre sommes-nous vraiment nicaraguayens, c'est-à-dire indépendants, souverains comme pays, et puis, donc, du coup, avec une question relative aux autres pays, en particulier le Costa Rica, avec laquelle la relation n'est pas toujours facile, et d'autre part avec les États-Unis, bien sûr. Ça, c'est concernant la souveraineté, y compris économique. Et puis, l'autre aspect, c'est tout simplement, je dirais, la dimension sociale. C'est beaucoup de personnes vivent à l'étranger. 70% des personnes, enfin, des habitants du Nicaragua ont des familles à l'étranger. Donc, du coup, un pays déjà tourné vers l'extérieur. Et du coup, la question qui reste, c'est finalement, qui sommes-nous, les Nicaraguayens ? D'accord, avec une migration qui est forte. On l'a évoqué, donc cette figure de Daniel Ortega, qui est en place. Bon, il y a eu des différentes périodes, mais il renverse la dictature du général Somoza en 1979. Oui. Il est élu une première élection entre 84 et 89, premier président élu du Nicaragua, puis réélu en 2006 et 2011. Voilà, et il a fait modifier la Constitution qui lui permettrait de briguer un nouveau mandat en 2016. Voilà, on est en train de s'orienter vers un pouvoir à vie. C'est un peu la question qui est un peu en filigrane de toute cette histoire, effectivement. Moi, j'aimerais simplement rappeler deux petites choses. La première, c'est concernant cette période de la dictature qui a laissé une société sans véritable société civile. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de formation, j'oserais dire, de cadre à tous les niveaux, y compris, bien sûr, dans la société. Alors, du coup, quand émerge un pouvoir, j'oserais dire, contraire, il est forcément un peu écrasant à son tour, même si ce front sandiniste va aussi former, il y a eu un effort d'alphabétisation d'écoles rurales, etc. Mais par ailleurs, on reste encore sur ce défaut majeur, entre guillemets, l'absence de société civile, aujourd'hui encore, ce qui fait que le pouvoir politique est effectivement partagé entre différentes tribus, j'oserais dire, ou différents groupes d'intérêts. Et c'est encore le cas aujourd'hui, d'où une déception par rapport à certains qui avaient mis leurs espoirs en la révolution sandiniste. Et puis bien sûr, tout ce qui s'est passé entre 1990 et 2006, c'est-à-dire un pouvoir très libéral, très orienté vers les États-Unis. Et puis aujourd'hui, Ortega
Ortega prend un peu des positions contraires, j'oserais dire un peu de l'extérieur. Son discours devant Obama l'autre jour au sommet des Amériques à Panama le montrait bien. Et en même temps, j'oserais dire, il est pieds et poings liés de toute façon avec cette réalité économique. Donc voilà, un petit peu une déception aussi de ce côté-là. Et j'oserais dire un manque de force émergente qui soit réellement d'une démocratie d'un pays. D'accord, force émergente dans d'autres sphères, en fait. Voilà, c'est lui qui domine un peu l'ensemble. Quels sont les liens aujourd'hui entre Église et pouvoir? Alors, Ortega, d'ailleurs, revendique une identité chrétienne. Il utilise ces symboles-là aussi dans campagne. C'est vrai que son slogan de campagne a été évidemment le socialisme, la solidarité et le christianisme. Alors c'était un peu étonnant et même sans doute gênant pour les responsables de l'Église. Ils ont été surpris? J'imagine, mais en tout cas ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui l'Église catholique, et en nous entretenant avec le cardinal qui est le président de la conférence des évêques du Nicaragua, l'archevêque de Managua, il semblait qu'il y ait une certaine unité dans l'épiscopat pour, j'oserais dire, sauvegarder entre guillemets une certaine indépendance de la part de l'Église à l'égard du pouvoir et d'oser lui dire les choses qu'il faut dire. Et c'est très vrai, par exemple, dans les messages qui ont été diffusés à l'occasion des élections municipales de 2011, c'est-à-dire assez récemment, et d'autre part, à l'occasion évidemment de leur lettre pastorale qui a été faite à l'occasion de l'année de la famille, une lettre pastorale qui est parue à Noël 2014, et on sent que les questions de société émergent et dans laquelle l'Église se situe de façon très claire. De façon très claire, ça a toujours été le cas? Est-ce qu'elle a toujours eu un positionnement très libre vis-à-vis du pouvoir? Il y a eu toujours une sorte d'opposition depuis le Front sandiniste, on pourrait dire, de la part du cardinal Obando, qui est encore vivant, qui est le cardinal archevêque émérite de Managua, qui a gardé une certaine stature et auquel il y a une relation, j'oserais dire, avec le pouvoir aujourd'hui. Et puis en même temps, donc d'opposition assez nette et franche à cette époque-là. Aujourd'hui, on n'est pas dans une opposition franche et, j'oserais dire, de frontale, plus exactement, mais au contraire d'une sorte de vigilance et avec une certaine distance vis-à-vis du pouvoir. Et en même temps d'oser dire des choses qui ne concernent pas que des questions politiques, et en particulier sur la vie sociale, sur la manière dont les chrétiens peuvent aussi prendre en charge des secteurs de la vie civile. C'est quoi les grandes questions qui traversent la société aujourd'hui ? La grande question, il me semble, c'est la question économique, avec une certaine pauvreté, vous l'avez dit, et qui provoque, pourrait-on dire, une migration qui continue. On a rencontré des partenaires du CCFD, par exemple, qui nous expliquaient que la migration est très forte, bien sûr, vers les États-Unis, puisqu'on est en Amérique centrale, donc assez proche du Mexique, mais d'autre part aussi vers le Costa Rica, ce qui est assez étonnant, qui est un pays qui va un peu mieux économiquement et vers lequel le Nicaragua a toujours été attiré, en quelque sorte. Donc ça, c'est une des grandes questions, la question de la migration, parce que derrière, elle pose une autre question qui est quel genre de citoyens formons-nous, en particulier dans les universités et dans les écoles. Donc le niveau, la qualité de l'enseignement est une des grandes questions d'aujourd'hui, avec bien sûr son corollaire qui est la capacité d'entreprendre localement. Est-ce que c'est des grands groupes américains qui ont quand même une grande partie des richesses et donc bien sûr de l'entreprise, mais en même temps, cette capacité à avoir une autonomie de décision et une autonomie économique, c'est toujours la question de la souveraineté qui se pose à eux, je pense. Vous évoquez la question économique, la question des migrations, il y a la question de la famille aussi. Alors j'oubliais effectivement, si les évêques ont pris position, j'oserais dire en tout cas une posture claire, et ce qui est très frappant, c'est de voir qu'en Amérique latine, on ne l'imagine pas, nous Français, c'est que ressortent des questions qui pour nous viennent d'arriver à peine, j'oserais dire, dans notre société, autour du mariage homosexuel, autour de la vie de famille tout simplement, et puis évidemment la question d'adoption, la question de qu'est-ce que c'est qu'une vie de famille. Eh bien en fait, ces questions-là, elles arrivent très rapidement sur le continent latino-américain, et y compris dans des pays pauvres, comme on peut l'imaginer au Nicaragua, qui est à la fois un pays traditionnel, rural, avec beaucoup de populations qui travaillent dans le domaine agricole, mais en même temps dans lequel ces questions-là émergent très vite, parce qu'il y a une rupture, j'oserais dire, de génération entre les jeunes et leurs parents. Et ça, c'est assez net aujourd'hui. Et ça crée des difficultés particulières, justement, peut-être la rapidité de ces phénomènes-là. Pour moi, il y en a une qui émerge et qui nous confiait quelques évêques qu'on a pu rencontrer. Je l'ai entendu aussi en Équateur, par exemple. C'est la question de comment former un clergé qui puisse répondre à la question qui est posée de la sécularisation de la jeunesse. Et les jeunes, comment les former, entre guillemets, face à cette sécularisation. Voilà un peu la question de fond que j'ai entendue aussi de la part d'autres. Est-ce que ces événements se produisent sur un temps plus resserré ? C'est ça, c'est en dimension plus intense, on pourrait dire.
Et la question de la pauvreté, justement, l'Église, elle est présente sur ce terrain-là, elle a des actions engagées. Vous parliez du CCFD. Alors, le CCFD a des participants, mais j'ai rencontré un prêtre français qui est missionnaire là-bas, le père Jean Loison, originaire d'Orléans. J'étais d'ailleurs avec son évêque qui venait le rencontrer, l'évêque d'Orléans, Monseigneur Blacard. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce prêtre, il est bien sûr, j'oserais dire, curé d'une petite église. Il a 80 ans, donc il a aussi ses limites personnelles. Mais en même temps, il a le souci du logement, par exemple. Il a créé tout un mouvement à travers des associations, des jeunes Français d'écoles françaises qui viennent aider à la construction de maisons, etc. Puis il a aussi une action dans la direction de la santé. Donc on voit bien que, je dirais inévitablement, à travers cet exemple-là, du Père Jean, eh bien, on se rend compte que l'Église n'est pas du tout extérieure aux questions de la vie courante des uns des autres. Et de l'action sociale. Avec une dimension sociale dans leur action pastorale, j'oserais dire. Alors on va parler de ce visage de cette Église d'aujourd'hui avec vous, ce que vous en avez perçu, observé. Quelle est la vitalité de l'Église? Vous avez rencontré des communautés chrétiennes, j'imagine. Est-ce qu'il y a une vie de foi particulière, quelque chose que vous avez Je vous prends un petit exemple, encore une fois, chez le Père Jean. Je suis allé, il habite la deuxième ville du pays, Estélie, et j'y étais allé il y a un peu plus d'1 an. On avait célébré la messe du dimanche avec une communauté, j'oserais dire, de taille à peu près normale, dans un quartier récent. Alors récent, ça ne veut pas dire des beaux lotissements comme chez nous, ça veut dire des petites maisons qui se construisent en bois, en plastique, et puis petit à petit un peu plus en dur. Et ce qui m'a impressionné, c'est que, alors qu'on y était début mars, on a eu une assemblée beaucoup plus massive, plus importante. Et puis, dans l'année qui s'est écoulée, sont nées 70 petites communautés. Alors je vous avoue que j'ai été très impressionné et dont une sorte de vitalité avec des responsables de communauté. C'était des hommes. Enfin, un soir, on a eu une occasion un petit peu comme ça sympathique de se rencontrer à l'issue d'une messe. Et il y avait là quelques hommes qui étaient entre 25 et 30 ans et qui récemment étaient entrés dans cette communauté catholique et étaient même responsables d'une petite communauté. Ils sont 5-6 hommes. Ils lisent ensemble la Bible tous les samedis matins ou bien à l'issue de la messe le dimanche ou bien à un autre moment de la semaine. Et je vous avoue que ça a été pour moi une grande surprise, parce que je ne m'attendais pas à une telle vitalité de la part de l'Église catholique. D'accord, donc il y a vraiment des choses qui s'y vivent. Et finalement, avec des laïcs qui sont impliqués, engagés. Qui s'engagent et puis qui, du coup, ont besoin en même temps d'une formation. Et on voit bien que si on laisse effectivement une responsabilité à des laïcs, eh bien eux-mêmes vont devenir en quelque sorte des missionnaires. Puis vous savez que c'est la dynamique aussi de l'Église latino-américaine depuis 2007 à Aparecida. L'idée, c'est de convertir la notion de baptisé en termes de disciples et missionnaires et que les deux sont vraiment accolés l'un à l'autre. Et j'ai le sentiment qu'on le voit réellement. Il y a eu tout un effort dans des tas de pays, de conférences épiscopales, et bien sûr de paroisses, voire même de quartiers, comme je viens de vous le raconter, où j'ai le sentiment que les gens, quand ils s'approchent de l'Église catholique, redécouvrent la vitalité de leur baptême dans cette dimension de disciple, c'est-à-dire de suivre le Christ, mais en même temps de l'annoncer. D'accord. Et à côté de ça, il y a quand même aussi beaucoup d'évangéliques. Alors c'est peut-être moins fort que dans d'autres pays de la région, mais voilà, face à cela, que répond l'Église et comment est-ce que ces choses-là sont gérées? J'imagine que des catholiques sont peut-être attirés aussi par les évangéliques. Ça arrive comme partout, même en France. La question qui se pose, je dirais un peu d'une façon originale au Nicaragua, c'est qu'il n'y a pas eu une volonté d'église évangélique nord-américaine de pénétrer dans le pays, comme ça a été le cas du Guatemala ou du Honduras. Donc, autrement dit, on est déjà dans un climat un peu différent. Il y a moins de structures, j'oserais dire, évangéliques nord-américaines. En revanche, je dirais, c'est un peu comme la mer et les continents, l'Église catholique et les églises évangéliques. À la mesure où l'Église catholique est présente, les églises évangéliques auront plus de peine, entre guillemets, à s'installer là. D'accord, donc tout dépend de la présence. Il me semble que tout dépend, bien sûr, de la présence. Et je crois que ce sera un des défis de l'Église catholique dans les années qui viennent. C'est sa présence auprès des populations les plus simples, les plus pauvres, mais aussi dans les quartiers des grandes villes. Et ça, c'est un enjeu fondamental pour aujourd'hui. Parce que ça peut être une présence qui n'est pas forcément réaliste, enfin, ou en tout cas dans certaines zones peut-être plus reculées. Est-ce qu'il y a des lieux où l'Église n'arrive pas à rejoindre des populations ? Disons qu'elle l'est de façon assez originaire, c'est-à-dire les gens ont spontanément l'habitude de se tourner vers l'Église catholique pour demander le baptême, pour être inscrit. Mais si l'Église, vous vous rappelez des fameuses paroles du pape parlant de l'Église n'est pas au poste de douane des sacrements, si l'Église catholique se présente un peu trop pointilleuse sur un certain nombre de points, j'oserais dire, juridiques, alors les gens se tournent forcément vers l'Église évangélique pour aller baptiser leurs enfants. Donc vous voyez, c'est toute une manière d'être et de faire de la pastorale, concrètement, qui va effectivement permettre de donner une réponse à ces chrétiens.
Alors vous avez rencontré l'archevêque de Managua, le cardinal Leopoldo José Brenes Solorzano, qui a été créé cardinal lors du consistoire du 22 février 2014. On va en voir justement quelques images de ce consistoire. C'est une figure dans le pays. Racontez-nous un petit peu qui il est. D'abord, c'est un homme du coin, du pays, un homme tout simple. On connaît sa maman, ou bien il habite une petite maison dans un quartier. Donc, vous voyez, une image très simple. D'autre part, il est originaire du diocèse de Managua. Autrement dit, il connaît bien le clergé. Il a été à de nombreux postes de paroisse. Donc, il nous a bien expliqué qu'il connaissait pratiquement toutes les paroisses. Et puis, les gens le connaissent. Alors, ce n'est pas une figure notoire, j'oserais dire, à l'extérieur, que nous puissions connaître, par exemple, en Europe. En revanche, à l'intérieur du pays, il nous a raconté que son arrivée comme cardinal, quand il est rentré de Rome, de ce fameux consistoire, il a mis 3 heures entre l'aéroport et la cathédrale pour aller prier avec les gens, parce qu'il a dit c'est un honneur pour le pays avant d'être une marque de reconnaissance pour moi. Donc je crois qu'il a bien conscience des enjeux, de cette présence d'une église reconnue par l'Église universelle dans cette petite église de Managua. Et vous avez échangé pendant un moment avec lui. Quel regard, lui, il porte sur les défis de son église, tout simplement aussi sur sa mission? Moi, j'ai trouvé un regard d'un homme de foi. Un homme de foi qui est d'abord évangélique, et au sens propre, lisant la réalité à partir de l'Évangile. Parce que la première chose dont il nous a parlé, il nous a dit, voilà, j'ai tant de prêtres, je n'ai plus le chiffre en tête, mais enfin, c'est de tourner d'une centaine de prêtres, mais il y a surtout des milliers de laïcs qui ont des responsabilités, et ce sont tous ces délégués de la parole, ces petits responsables de communauté dont je vous parlais, et il a parlé de ces gens-là, en disant la simplicité, leur proximité, leur disponibilité, et la reconnaissance qu'il a envers eux. Donc ça, pour moi, c'était un premier signe de cette manière de voir son Église, un regard de foi et du coup une activité. Puis ensuite, concernant la pastorale jeune, il nous a un peu éberlué, évidemment, racontant comment, depuis quelques années, il fait l'effort d'être présent pour la veillée pascale avec les jeunes. Alors au départ, il a commencé dans une petite paroisse et aujourd'hui, ils sont obligés de se réunir dans le stade du pays parce qu'ils sont 50 000 jeunes à célébrer ensemble la vigile pascale. Donc vous voyez, une espèce de proximité et en même temps un regard de foi, d'espérance. Il ne nous a pas caché bien sûr les difficultés réelles de la pauvreté, par exemple de la scolarisation des enfants ou bien encore de la mise au travail des jeunes et pour qu'ils ne partent pas en exode ou en migration. Donc on voit bien qu'il a un peu tout, j'oserais dire, un peu toute cette sensibilité-là de voir où sont les questions, mais en même temps à partir, j'oserais dire, d'une énergie de foi et d'une contagion de l'Évangile. Moi, c'est vraiment ça qu'il m'a donné comme image à partir de son témoignage. D'accord. Pour vous, ce serait quoi? Vous en avez évoqué un petit peu quelques-uns, mais le principal défi pour l'avenir de l'Église, de ce pays, comment vous le voyez? Moi, je pense que c'est la question de s'adresser aux jeunes, à la fois marquée par la sécularisation, par la tentation matérielle aussi, forcément. Et du coup, la grande question qui va se poser, comme pour nous tous, c'est finalement, la foi est-elle crédible dans le contexte d'aujourd'hui, de la part de ces jeunes? Donc derrière, j'oserais dire, c'est une autre question qui va s'ajouter, qui est celle de la formation du clergé envers cette population qui aura une culture différente de la leur. Parce qu'aujourd'hui, donc le processus de formation, il y a des séminaires où Bien sûr, ils ont même un nombre important de séminaristes qui sont plutôt originaires des quartiers simples, j'oserais dire une église assez proche des vocations, avec des vocations simples. Mais la question, c'est de leur donner une formation qui permette à la fois d'intégrer leur culture, mais aussi la culture des jeunes d'aujourd'hui. D'accord. Et donc ça reste encore un défi à mettre en place. J'avais une question que je n'avais pas évoquée, mais on a dit que le pays avait peut-être moins de violence que d'autres. Pourtant, il y a quand même de la drogue, des trafics de drogue qui transitent par ce pays-là pour remonter vers les États-Unis. Ça, c'est un sujet aussi de préoccupation de l'Église. Je dirais qu'il fait partie des sujets de préoccupation dans un contexte qui n'est pas seulement spécifique à la drogue ou aux gangs, mais plus exactement du lien social, j'oserais dire. C'est-à-dire comment on va favoriser pour que dans les quartiers, il y ait des petites communautés. Moi, je dirais l'action ecclésiale, elle est plutôt située à ce niveau-là, pour que les gens restent en lien, restent reliés. Parce que la drogue, en fait, elle a comme caractéristique la séparation. Elle divise et on n'a plus ni père ni mère, on n'a plus de voisins, on n'a plus d'amis. Et je crois que favoriser les relations sociales me paraît être une sorte de médicament, pourrait-on dire, d'anticorps au travail qu'opère la drogue. Et vous pensez que c'est une des raisons pour lesquelles la violence est peut-être moins forte qu'ailleurs, cette question des liens sociaux? Je pense qu'il y a aussi une part... Comment vous voyez ça? D'une part, c'est parce que la vie est quand même très rurale en Nicaragua, donc c'est pas encore le lieu, c'est pas encore un lieu de production non plus, à la différence d'autres pays comme une partie de l'Équateur, mais surtout
surtout le Pérou, par exemple, et puis, ou la Colombie, bien sûr. Et puis, dernière chose, c'est que, j'oserais dire, il y a encore un espoir, entre guillemets, des sources de travail. Je pense en particulier à la culture du tabac. Et il faut savoir que les fameux cigares cubains sont aussi fabriqués au Nicaragua, dans des régions comme Estelí. Donc ça veut bien dire qu'il y a comme une sorte de source de travail qui peut être d'une source de revenus qui peut être autre que celle de la drogue. Et je crois que ça, c'est la clé pour tarir la source de la drogue. Une dernière question aussi. L'Église s'est positionnée au fil de ces derniers mois sur un projet de construction d'un canal. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui est en jeu. Eh bien, c'est tout simplement l'idée d'un Chinois privé, un particulier chinois, qui a l'idée d'acheter ou de mettre en œuvre la création d'un canal parallèle, entre guillemets, à celui du Panama. Dans l'idée, alors déjà cette histoire elle est très ancienne parce que les États-Unis, avant de faire le canal du Panama, avaient eu l'idée de le faire déjà au Nicaragua. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est un pays de lacs, donc il suffirait entre guillemets d'ouvrir du côté d'une partie à l'ouest vers le Pacifique et de l'autre du côté bien sûr de l'Atlantique, en traversant des lacs, avec des grosses questions écologiques. Qu'est-ce que va faire l'eau de mer quand elle rentre dans une eau douce comme celle d'un lac, sachant que ces lacs sont aussi une alimentation hydrologique très importante pour le pays. Et donc c'est un projet chinois qui a démarré, dans lequel le gouvernement a donné son accord, même si des populations sont en train de résister et de façon assez difficile. Mais on sent qu'il y a comme une sorte de... On dirait que tout n'est pas joué encore dans cette question-là. Et de fait, c'est un véritable problème à la fois évidemment économique, mais aussi écologique. Et qui du coup a une répercussion sociale forte. Et j'ai le sentiment que l'affaire n'est pas gagnée. Avec aussi le risque d'expulsion de paysans qui on exproprie de toute façon toutes les personnes qui cultivent la terre autour de l'eau. Donc c'est évidemment, et surtout en aval de ces lacs. L'Église, elle pourrait avoir une influence dans ce débat-là? Est-ce qu'on peut espérer qu'il y a des... C'est là où on voit qu'il y a des forces en œuvre qui dépassent, j'oserais dire, l'autorité locale de l'Église. En revanche, j'ai été frappé d'entendre, aussi bien en Équateur qu'ailleurs et au Nicaragua, une certaine attente à l'égard de l'encyclique que le pape va donner à l'occasion, dans l'année qui viendra, sur l'écologie. Et là, on sent qu'il y a comme une sorte d'attente en disant mais peut-être que ça donnera du poids à l'Église locale pour aussi faire entendre sa voix. Merci beaucoup, Père Lallière, d'être venu nous rejoindre sur ce plateau. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site ktotv.com. Je voulais remercier également le CCFD Terre Solidaire pour ces photos qui ont illustré notre plateau. Très bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.